décryptage, à propos bien sûr de cinéma, mais à propos aussi d'un livre que je vous recommande très vivement, dont nous parlerons dans un instant. Noir n'est pas mon métier, c'est ce livre-là, qui est paru voici quelque temps aux éditions du Seuil. C'est un livre cri, c'est un livre plaidoyer. D'une certaine manière, c'est une sorte de j'accuse qui dénonce la discrimination, la forme toujours vivante d'un certain colonialisme, qui dénonce une boîte à clichés, qui dénonce le racisme, le sexisme dans le monde du cinéma. C'est un livre qui rappelle aussi que le cinéma se doit finalement de refléter la diversité, le multiculturalisme d'une société. Et c'est le cas notamment, vous le savez bien, non seulement de la société française, mais également de la société helvétique. Alors ce livre, c'est le témoignage de 16 comédiennes. Noir n'est pas mon métier, c'est un livre à la fois troublant, dérangeant, émouvant et parfois drôle. Nous en parlerons dans quelques minutes. Qu'a-t-il changé, ce livre? Que pourrait-il changer? C'est la question que nous posons à nos invités. Avant d'y venir, je vais vous les présenter rapidement et sans doute très imparfaitement. D'abord, Sabine Pacora, bonjour. Vous êtes comédienne, comme toutes vos consoeurs. Vous avez notamment étudié à l'École supérieure d'art dramatique de Paris, puis au Conservatoire de Montpellier. Vous avez beaucoup tourné à la fois pour le théâtre, le cinéma, la télévision. Vous dites, cela étant, que vous êtes enfermée dans une boîte à clichés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui vous a conduit un jour, je poserai la même question à vous toutes, à choisir ce métier et à persévérer aussi dans ce métier? Bah écoutez, j'ai été élevée à l'école de la République, dans laquelle effectivement on grandit avec des préceptes égalitaires, filles, garçons, et la problématique raciale n'est absolument pas du tout présente. Et donc effectivement, je me suis dirigée vers un métier qui me fascinait. J'adorais qu'on me raconte des histoires, des personnages. Le cinéma, c'était ça. Et donc tout simplement, de façon évidente, lorsque j'ai pu choisir, je me suis dirigée vers ce métier. J'ai fait des études en ce sens, sans me soucier de la réalité à laquelle j'allais être confrontée plus tard. Le texte que vous signez dans ce livre a pour titre « L'imaginaire colonial ». Vous avez également choisi des films. D'une part, le film La Noire d'Ousmane Sembène qu'on vient de voir ici dans cette salle, et puis Daughters of the Dust, signé Julie Dash, qui est présenté ce soir à 18h15. Pourquoi ces choix? Parce que pour moi, ce sont des films qui participent au renouvellement des codes esthétiques et politiques du cinéma, avec des protagonistes principaux, pas seulement noirs, mais hérités de rapports dominés, hérités des peuples colonisés, et qui proposent une relecture, qui propose de corriger les distorsions à des schémas narratifs, notamment du cinéma hollywoodien, ou des canons occidentaux, à travers lesquels on n'a que des personnages blancs, des hommes qui sont les personnages principaux, on n'a que leur regard, et on n'a pas effectivement le vécu, l'expérimentation de personnages subalternes, de personnages des vaincus de l'histoire d'une certaine manière. Et donc moi, ça me semble important qu'on ait ce son de cloche, et puis aussi pour pouvoir s'identifier, parce que si le cinéma est un outil politique, c'est-à-dire qu'à travers des œuvres, on peut aussi mener des combats politiques. Voilà. Marie-Philomène Nga, vous êtes née à Douala, au Cameroun. Vous êtes été nominée dans plusieurs festivals. Vous avez une vingtaine d'années de carrière. Sauf erreur de ma part, vous êtes également metteur en scène, danseuse, chanteuse. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier à votre tour? Oui, vous l'avez indiqué, je suis née au Cameroun,
où j'ai été à la base déjà initiée à tout ce qui est l'art traditionnel, notamment le conte. Donc, mon expérience professionnelle a commencé au Cameroun avant mon arrivée ici. Donc, chanteuse, danseuse, parce que chez nous autres, en Afrique, à la base, on ne sépare pas les genres, quoi. Donc voilà, c'est plus tard, je suis venue en France où pour ajouter une corde à mon arc, je suis rentrée au Conservatoire national d'art dramatique de Lyon, passer un concours. Et donc, je dirais que tout naturellement, je suis née, je suis venue à la vie de cette façon, tout comme le français. Je ne l'ai pas choisi un jour, je suis née. Il y a eu cette histoire, la France enfin, cette histoire, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, quoi. Donc, c'est tout naturellement, je dirais, c'est là où je me sens le mieux. Je pense pour ma part que c'est servir. Je suis au service, je peux servir le monde à travers cette chose qui m'a été donnée, donc notamment mon expression par l'artiste, par mon métier d'artiste. Que représente le fait que vous soyez les hôtes de ce festival international du film de Fribourg, les hôtes de Thierry Jobin? J'ai appris par ailleurs, et ça m'émeut énormément, le fait que au départ, c'était un festival engagé qui était parti. Le propos au départ, c'était le cinéma nord et sud. Et en écoutant à la soirée d'inauguration les deux, notamment le directeur et puis le directeur artistique, le président, qui parlait le côté, comment dire, le côté humaniste. Je ne sais pas si c'est le propos, hein, parce que pour moi, au-delà des dissemblances apparentes à travers donc mon métier, mon parcours, notamment de l'Afrique, en France, en Inde, au-delà des dissemblances apparentes, véritablement, nous sommes un. C'est l'arrogance de l'être humain et l'ignorance qui fait qu'on croit, que certains peuvent croire que nous sommes soit au-dessus des uns et des autres, quoi. Donc c'est assez important pour le côté de l'échange, la rencontre, l'ouverture vers l'autre, donc en fait l'humanisme qu'il y a derrière. Dans ce livre Noir n'est pas mon métier, vous signez un texte. J'en donnerai lecture d'ailleurs, un extrait tout à l'heure, des mamas en boubou. Vous avez choisi, vous aussi, deux films. D'une part, Black Micmac, c'est ça? Oui. Oui. De Thomas Gilou, qui sera projeté le 23 mars, et Rue Cazenègre de Yann Palsy, projeté également les 18 et 23 mars. Les raisons de ces deux choix? Black Micmac, c'était surtout pour voir. C'est justement quand moi j'arrivais en France, je rentrais au conservatoire à Lyon. C'était comment votre arrivée en France, vous vous souvenez? Je suis venue par le biais d'une tournée artistique. Je faisais partie de l'ensemble national, ballet-théâtre. Et j'ai fait un choix de rentrer au conservatoire, d'aborder un tout petit peu l'approche occidentale de la scène. Donc ce film a été tourné à cette époque-là, et c'était surtout montrer que depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, par rapport à notre livre, les stéréotypes qui y sont, c'était aussi un moyen pour moi, parce qu'il y a une expression qui dit en Afrique que si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins où tu viens. Moi, je suis venue ici au théâtre, mais celles qui m'ont précédée ou ceux qui nous ont précédés, notamment un hommage à Sotigui Kouyaté qui est dans ce film, Isaac de Bancolé, il y a Lydia Ewande, ce sont des actrices et des acteurs, certains qui sont partis sans qu'on en parle. C'est-à-dire qui comme ça là, comme si elles n'ont pas existé alors qu'elles ont fait partie vraiment du cinéma, de la scène française. Et donc, Rue Cazenègre, l'excellent Doutasek, Darling Legitimus, et entre autres, quoi. Mata Gabin, vous êtes, bonjour, vous êtes née en Côte d'Ivoire, vous êtes actrice et chanteuse française. Exact. D'une part, vous avez une vie familiale assez complexe sur laquelle je ne reviendrai pas parce qu'on n'a pas tellement de temps, malheureusement, aujourd'hui. Tout est dit sur Wikipédia. Vous avez cité... Non, mais mes précisions, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez tourné beaucoup de films, beaucoup de théâtre, des one-man shows aussi, et de la chanson. Ce qui vous a fait, vous aussi, choisir, malgré les difficultés, les absences, ce métier?
J'ai choisi ce métier parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai été impactée par un film italien qui s'appelle El Silencio, dans lequel j'ai vu Béatrice Dalle, et puis par Qui vous fascine, Béatrice Dalle. Complètement, je Ouais. suis fascinée, c'est ma déesse absolue. Et Nakissi Savané, une actrice Oui. ivoirienne que je voyais Magnifique. aussi à la télé et au théâtre. Moi, j'ai voulu embrasser ce métier parce que j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de pouvoir changer de peau, j'avais envie de pouvoir être confrontée à des vies différentes, à me dire, ah, je pourrais être ceci, cela, avocate, infirmière, aventurière. Voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie. J'avais une énergie très bavarde, voilà. Vous avez toujours cette énergie? Oui, je suis rarement fatiguée. Mes copines se demandent comment je fais. Oui, j'ai pas mal d'énergie et je suis très bavarde. Oui. Non, c'était pas la question. C'est quoi la Je veux dire, question cette énergie, malgré les difficultés. Ah oui, ben, on est obligé. Artiste, c'est quelque chose qui, du matin jusqu'au soir, du lundi au dimanche, on est dans une sorte de lutte permanente. On est tout le temps en train de se remettre déjà soi-même en question parce qu'on remonte sur scène tous les jours à rejouer quelque chose qu'on a déjà joué mais qu'il faut faire, si ce n'est mieux, au moins pareil. Donc il y a une opiniâtreté, il y a quelque chose du pas lâcher l'affaire là-dedans, complètement. Vous avez signé un texte dans ce livre Noir n'est pas mon métier qui a pour titre Balance ton poulpe, Ouais. sur lequel on s'arrêtera tout à l'heure. Vous avez choisi un film également qui est Mandingo de Richard Fleischer. Parce que c'est le film qui m'a fait me rendre compte que le monde extérieur, quand je dis ça, c'est par rapport à ma cellule familiale, que le monde extérieur pouvait être hostile. Moi, je viens d'une famille qui est très mélangée, Corse, Argentine, j'ai été adoptée, ma mère du Libéria, mon père martiniquais, etc., etc. Et donc, on vivait dans une vraie bonne entente, toutes les cultures, toutes les cuisines, toutes les façons de penser. Et tout d'un coup, quand j'ai vu ce film Mandingo, j'ai été choquée par cette cruauté et j'ai demandé à mes parents de quoi il s'agissait et ils ont été obligés de m'expliquer assez jeune ce qu'était le racisme. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce film parce qu'il me rappelle ce moment où j'ai compris qu'il pouvait y avoir une difficulté dans la société à ne pas avoir la même couleur de peau. J'avais pas compris ça avant. Allez-vous chanter un jour avec Charles Berling? J'aimerais bien, j'ai l'homme. Un mot peut-être sur un film court-métrage, c'est Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. De Josa Enjambe, qui Oui. a été nommé au César de 2017, je crois. Oui. Oui, c'est un très joli film sur l'identité, parce que c'est une jeune femme qui est au moment de sa vie où elle doit choisir entre être française ou rester camerounaise. Et par rapport à la photo d'identité qu'il faut faire pour les papiers, elle a un afro assez conséquent et il va falloir qu'elle coupe ses cheveux pour pouvoir faire une photo qui soit dans les normes. Et je trouve que c'est très très fort symboliquement ce film parce que ça parle de l'identité, le cheveu, la beauté, ce qu'on est, c'est puissant. Et là, elle va être obligée de laisser une part de ce qu'elle est pour entrer dans une culture et dans une nationalité différente de la sienne. Merci, Mavia Silberfeld. Magagia. Ouais, Magaya, oui. Non, Magagia. Magagia, voilà, Magagia Silberfeld, comédienne, réalisatrice. Oui. Vous faites Bonjour. du théâtre depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Vous avez fait des études de lettres à Paris. Vous avez vécu aux États-Unis, Des notamment études de philo. voilà, à Los Angeles. Et vous avez tourné en particulier avec Danny Glover dans Vagabond. Et vous êtes revenu d'ailleurs en France parce que vous ne pouviez pas, malheureusement, je crois, rester aux États-Unis. Vous n'avez pas de permis de travail. Vous avez beaucoup voyagé aussi. Oui. Et qu'est-ce Oui, qui a oui. fait qu'un jour, vous avez choisi à la fois ce métier, cette forme d'errance aussi? J'ai toujours voulu travailler dans le cinéma depuis mon plus jeune âge, raconter les histoires, pouvoir, comme Mathilde disait tout à l'heure, jouer, comment dire, pas jouer, mais vivre plusieurs vies possibles, parce que dans la vie, on peut pas être avocate et puis astronome, danseuse étoile, alors que d'être comédien, comédienne, ça permet de faire tous ces métiers-là, d'être aventurier. Moi, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Je venais de terminer
une année d'hypocagne à Paris et ça me plaisait pas du tout. Donc je me suis dit bon bah on essaye, on part aux États-Unis et on devient comédien là-bas. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas travailler légalement sans visa aux États-Unis, c'est interdit. Donc j'ai fait mes études là-bas et puis j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait des courts-métrages, j'ai réalisé Vagabonds avec Danny Glover, Robert Richard et des super acteurs. Et puis en fait, après mon hypocagne, j'avais une équivalence de licence de philosophie à la Sorbonne. Donc, j'ai continué mes études en ligne pendant que je faisais du théâtre aux États-Unis. Et donc, je revenais tous les 6 mois de toute façon pour passer mes examens. Et à la fin, je suis revenue et je suis plus retournée aux États-Unis après avoir réalisé ce court-métrage parce que c'était trop fatigant d'y aller toujours 3 mois en tant que touriste et de devoir revenir puisque j'avais fini mes études de théâtre là-bas, j'avais plus de visa. Donc après oui, comme vous parliez d'errance, c'est assez fatigant. Donc maintenant je suis basée à Paris et j'essaye toujours de rester sur place, mais il y a toujours quelque chose qui fait que je dois voyager ailleurs. Donc là je suis ici en Suisse. Oui, la Grèce, le Niger, le Mali. Oui. Vous avez tourné récemment dans un film avec Ramatou Keïta, Oui, qui j'ai va joué. être présenté d'ailleurs ici le 23 mars. Le Vous avez 23. un rôle principal. Quel est votre Oui. rôle dans ce film? Je tiens le rôle de Tia dans un film de Ramatou Keïta qui est membre du jury ici d'ailleurs, donc le film s'appelle The Wedding Ring, l'Alliance d'or en français. Oui, je tiens le rôle principal et c'est une histoire d'amour qui se passe au Niger et qui en fait est un peu une excuse pour parler des cultures et des traditions qui disparaissent en Afrique de l'Ouest. Donc le film est en plusieurs langues, en Hausa, en Songhai, en Peul, en arabe même, je crois, à un moment. Et je crois que le discours un peu de la réalisatrice, c'est de montrer que toutes ces cultures sont magnifiques et que si elles disparaissent, parce qu'elles disparaissent à cause de l'Occident, qui est un rouleau compresseur, selon elle, et qui en fait puise toute son inspiration dans ces cultures-là. Donc si ces cultures disparaissent, l'Occident disparaîtra avec. Voilà. Comment s'intitule le texte que vous avez signé dans Noir n'est pas mon métier? Paris-Los Angeles. Exactement. Bien, il y a un film que vous avez choisi aussi, c'est Alessi, Oui. une actrice africaine. De la même réalisatrice, Voilà. Ramatou Keïta, parce que ça parle de la première actrice dans le cinéma africain qui s'appelle Zalika Souley. Et ça parle aussi des pionniers du cinéma africain qui viennent en fait du Niger. Et donc je pensais que c'était très, comment on dit, que c'est adéquat par Oui. rapport au titre, au fait qu'on est toutes des comédiennes. Donc c'était important. Et voilà. Ce film sera projeté ici le 22 mars. Enfin, Mamouna Gaye, voilà, bonjour. Presque. Bonjour. Donc, vous avez fait du théâtre Oui. en particulier. Vous avez deux pièces que je ne connais pas, hein, je vais citer Les Souvenirs de la Dame en Noir et Bambi, elle est noire mais elle est belle. Ce sont deux pièces qui sont très tranchantes, je crois, sur la société africaine, sur l'excision, sur la violence faite aux femmes. Vous avez joué, on vous a vu dans le monologue du vagin, les monologues du vagin, voilà. Qui est ma famille humaine. Donc, alors moi, j'ai retenu donc votre question parce que comme il y a le timing qui est là, mon cœur est rythmé justement. Déjà, je suis la dernière et en plus, voilà. Alors donc, moi, j'ai voulu faire ce métier guidé par l'engagement, guidé par une révolte, guidé par un cri intérieur, guidée par l'image qui m'a marquée à vie d'une amie qui était à l'école avec moi et qui est revenue un jour excisée et qui s'est complètement métamorphosée sous mes yeux et qui m'a traumatisée. Et donc moi, je porte cette douleur m'a guidée. J'ai écrit, j'ai pas arrêté d'écrire depuis ce jour. Donc, je fais ce métier pour le côté universel aussi, pour le côté exploitez-moi, pour une fois qu'on peut dire cette phrase sans pour autant que ça traduise autre chose. Pour le côté, oui, universel.
universel. Parce que je peux être, normalement, hein, dans mon idéal, c'était être toutes les femmes, être toutes ces actrices que je vois, sans couleur. Je pense que j'avais un côté un peu naïf. Hein. Maintenant, je suis en France, où je vis depuis quelques années, et je me dis juste, laissez-moi faire mon métier, en fait. Qui a vécu en Suisse quelque temps? Quelqu'un d'entre vous, parmi vous, a vécu en Suisse? Non, j'ai tourné, enfin, j'ai joué les monologues du vagin à Lausanne et à Genève, mais non, personne n'a vécu en pas Suisse. Eu ce plaisir, non. Pas encore. Pas encore. Bon, pour écrire ce livre, on peut l'imaginer, il vous a fallu du courage. Et j'ai envie de vous poser un peu à toute la même question. Où est-ce que vous avez puisé le courage de dire ce que vous dites dans « Noir n'est pas mon métier » Moi, est-ce qu'il est question de courage? Moi, j'ai l'impression que c'est une suite logique, en fait, me concernant, parce que j'ai toujours été révoltée. J'ai toujours eu ce regard où je me disais, mais j'ai choisi de faire ce métier. Pourquoi je ne le ferais pas comme n'importe quelle personne qui a choisi? Voilà. Et j'ai l'impression qu'en France, en fait, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'être un miracle. Je ne m'appelle pas Immaculée, quoi. Excusez-moi pour celle qui porte le prénom. J'ai envie juste, en fait, de faire mon métier comme une postière, comme je sais pas. C'est mon métier. Donc donnez-moi à manger, quoi. Nourrissez-moi. En fait, le courage, mais en fait, ce que nous disons dans ce livre, c'est pas. L'impact est tout simplement par le fait que, pour une fois, nous nous sommes mises ensemble, donc 16 actrices. Oui. On aurait pu être une centaine, hein, pour celles qui n'ont pas pu participer. Ce que nous disons dans ce livre, c'est des choses que chacune de nous individuellement a pu dire, et toutes celles et ceux qui nous ont précédés. C'est un fait qui est là. Nous avons l'opportunité de nous faire entendre parce que nous faisons partie, d'une certaine manière, du métier des médias, mais ce que nous disons, notre propos peut se retrouver dans d'autres domaines. C'est-à-dire que nos collègues acteurs peuvent s'y retrouver complètement. Et puis d'ailleurs, au-delà de nous, femmes et noires de couleur de peau en France, tout à coup, les Asiatiques peuvent se dire « et nous alors ?» par exemple. Quoi. Donc c'est quelque chose qui est là, nous le disons sans revanche, on dit tout simplement l'état des faits, ce qui se passe, notre réalité, nous ne lâchons rien, quoi. Vous êtes à Fribourg, vous avez été l'année passée les 16 comédiennes, vous avez monté les marches au Festival de Cannes. Vous êtes souvent, je crois, ensemble pour défendre et pour parler de votre métier et des conditions qui vous sont faites. C'est une chose un peu difficile parfois à faire, tous ensemble, tout ensemble. Se réunir par rapport aux emplois du temps, oui. Mais c'est un plaisir parce que vous disiez courage. Moi, je considère que les artistes, on a en même temps du courage et de la folie. Et quelque part, notre devoir est de justement prendre le taureau par les cornes et d'aller dans des lieux où notre parole ne sera pas uniquement une parole qui nous concerne personnellement, seule. J'aimerais lire un extrait d'abord du témoignage de Sabine Pacora. Le titre, c'est « L'imaginaire colonial ». Vous qui dites être enfermé dans une boîte à clichés, c'est un extrait que j'ai choisi. J'ai commencé à décrocher quelques rôles stéréotypés pour des personnages périphériques, toujours en situation de subalterne. J'avais l'impression qu'on attendait principalement de moi une apparence physique de femme noire et ronde, qui collait à un inconscient et à un imaginaire entremêlé de fantasmes et de préjugés que je qualifierais de colonial. J'incarne aujourd'hui principalement des personnages envisagés comme des métaphores de la marginalisation au travers de femmes migrantes, aux statuts et conditions socio-économiques particulièrement difficiles, des prostituées, des femmes sans papier, des marâtres cupides, des femmes africaines à l'humeur joviale, folklorique, ridiculisée. À l'écran, j'ai la sensation d'avoir du mal à exister en dehors d'un imaginaire occidental qui me stigmatise ou me récupère. J'ai parfois l'impression de renoncer à moi-même, renier mon identité contemporaine. Fin de citation. Quand je parlais de courage, je trouve qu'il faut un certain courage quand même pour dire les choses ainsi, non ?
Disons que pour moi, en tout cas, qui ai fait aussi un petit peu d'études de sociologie, oui. Dans pas mal d'études que j'ai pu lire, pour moi, la France n'était pas encore prête à regarder le passé colonial et à prendre réellement conscience de ces questions autour du racisme. Sur la question du genre, on avance, mais sur la question du racisme, c'est difficile d'avancer. Alors moi, quand j'ai écrit ce témoignage, je m'étais dit, éventuellement, si je me retrouve ostracisée, je suis prête effectivement à faire un autre métier parce que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui envie d'être le canal par lequel va passer ces stéréotypes. Et jouer ces personnages, créer un espèce de conflit intérieur. Moi qui suis un peu militante sur ces questions, militante que j'ai envie que les choses changent, j'ai envie que les choses changent à mon niveau et pas d'être une citoyenne de seconde zone. Je vis aujourd'hui et j'ai envie de jouir de tous les possibles humains qui sont en moi, comme tous les citoyens blancs, donc tous les citoyens qui ne sont pas confrontés justement aux discriminations. Et je m'étais dit, éventuellement, si ça casse, je prendrai sur moi de faire autre chose. Pourquoi est-ce que le cinéma français vous perçoit, ou apparemment continue à vous percevoir comme un être, entre guillemets, pittoresque ? Parce que je dirais que le cinéma français, la société française, a complètement hérité de ce cadre de référence coloniale, dans des rapports de domination qui sont complètement inégalitaires. C'est-à-dire que notre imaginaire est encore complètement plein de toutes ces images. Ça n'évolue pas, en fait. Ça n'évolue pas du tout, en fait, le cinéma aujourd'hui français. Enfin, bon, si, ça évolue un peu. Il y a Oulaya Amamra qui a gagné un César, Déborah Lukumena aussi, mais je trouve personnellement, à mon niveau, moi, quand je passe des castings ou juste quand je regarde le travail des agents face aux comédiens qui sont issus de la diversité, qu'il n'y a pas un vrai effort ou un vrai changement qui est fait tous les jours, quoi, malheureusement. Et à votre avis, que peut ou que pourrait changer à la fois ce livre, votre présence dans les médias, dans les festivals ? Ça pourrait inspirer des gens. Oui, ça éveille les consciences un peu. Éveiller les consciences, inspirer des réalisateurs, des producteurs, voir que nous ne sommes pas des clichés ambulants et que c'est assez obsolète et assez has-been maintenant de voir quelqu'un systématiquement, forcément, dans une image qui a été perpétrée à une époque vieillotte. Oui, je vous le souhaite naturellement, mais... Ils ne peuvent pas nier notre existence, ils ne peuvent plus, avec ce livre aussi. Avec ce cri, l'écho de nos voix se fait entendre. Donc, ils ne peuvent plus nier qu'on existe. Quelle réaction vous a valu ce livre ? Vous pouvez témoigner des réactions que vous avez enregistrées, qui vous ont frappé, qui vous ont réchauffé aussi toutes sortes de réactions, des très positives dans le sens où des personnes... moi, je me souviens au feu, le Fouquet's, qui a brûlé... où on a fait notre dédicace du livre. Une dame de 50 ans, blanche, est venue me voir en disant « Ce livre-là que vous avez fait, on l'attendait depuis 50 ans. Ça fait des années qu'on attendait ce livre parce qu'il ne parle pas que des femmes noires actrices, mais il parle des femmes, de la condition des femmes quelque part sur Terre. » On a eu aussi des réactions de personnes qui disent « Ah, mais maintenant, nous aussi, ça nous donne envie de nous lever, de nous mobiliser, de parler. » Ça ouvre le débat et ça montre que le champ des possibles est là et qu'il ne faut pas avoir peur de prendre le courage et de lutter ensemble. Moi j'ai entendu des réactions négatives justement, qu'on était victimaire. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être victimaire ? Est-ce que le fait de constater des inégalités et vouloir changer ces inégalités, c'est-à-dire le dire à haute et intelligible voix, est-ce que c'est ça, être victimaire, de vouloir changer le monde ? Voilà, je me pose la question. Oui, absolument. Il faut dire que ça a suscité ça, permis à d'autres personnes de s'organiser. Notamment, il y a par exemple, je ne sais pas s'il faut dire collectif, un groupe de femmes journalistes. Il y a même certaines qui sont suisses, peut-être, la Suisse francophone, et au-delà même de la France, qui parlent. Elles sont dans des rédactions, elles sont dans les journaux écrites, elles sont peut-être une trentaine, et des grands noms qui s'organisent et qui vont aussi effectivement dire ce qu'elles vivent depuis la nuit des temps, quoi. Un extrait du texte de... Je me perds un peu dans mes notes, de Marie-Philomène, des mamas en boubou. Ici en France, il y a tant de choses à dire sur les difficultés et le parcours d'une femme noire et actrice.
La plupart des rôles de mamans africaines qui m'ont été donnés d'interpréter sont du même type que celui de Nafissatou, dont vous parlez en début de chapitre dans un accoutrement ridicule, incroyable, à croire que la femme noire ne porte que des boubous et des sandales lorsqu'on ne l'affuble pas de tenues improbables, qu'elle ne peut être que sénégalaise ou malienne, ne parle pas correctement le français, ou alors avec un fort accent à la Michel Leb, habite dans un HLM insalubre avec un fils délinquant. Absolument. D'abord, c'est quoi un boubou? Quand on parle d'un vêtement africain, on dit « Oh, j'aime les boubous africains ». C'est quoi un boubou? L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est vaste. Et à l'intérieur d'un seul territoire, d'un seul pays, nous avons différents types de matériaux. Au niveau, par exemple, ce que je porte, c'est du faso d'Anfani, c'est typiquement du Burkina Faso. Alors, toutes ces choses bariolées, des couleurs, des symboles qui n'ont aucun sens, qui sont fabriqués, disons-le, en Hollande, qui sont du wax et que tout le monde appelle partout tissu africain, boubou. C'est quoi un boubou? Je suis d'origine camerounaise, on a le kabangono, on a le kabankouk. Nous avons différents types de modèles de noms. Il y a ça. Et puis, c'est pas le fait de jouer une maman qui me dérange, parce que être une maman, c'est le plus beau rôle, quoi. Et on n'est pas forcément maman parce qu'on a enfanté de sa chair. Toute femme, par essence, est mère. Mais c'est cette maman, effectivement, comme je le dis, qui ne sait pas parler français correctement, qui se prénomme Diallo, qui ne peut pas s'appeler Rachel, par exemple, et qui a un fils qui est un délinquant ou un dealer en cité, dans une cité, ou alors une infirmière. Depuis la nuit des temps, je sais me piquer, m'auto-piquer, parce que donc ça, franchement, comme si tous ces hommes dans cette humanité, ce monde, tous ces grands hommes noirs, ou grands ou petits, ont eu que des mamans comme les rôles qu'on me donne à moi et à d'autres collègues. C'est ridicule. Non, mais c'est fatigant parce que c'est récurrent. Oui. Donc, du coup, en fait, on est agacé parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, de jouer les mêmes personnes. Parce que si on t'affuble à chaque fois du même vêtement, ils n'ont qu'une seule image de la maman africaine. Un moment, tu te dis, mais à quoi bon faire ce métier? C'est pour être multiple, normalement. Mata Gabin, votre texte a pour titre « Balance ton poulpe ». Vous avez été victime d'une agression sexuelle par le poulpe, qui est un acteur de cinéma ou de théâtre que vous ne citez pas, mais qui est apparemment très connu en France, et qui vous dit notamment ceci: « Oh, ma gazelle, ma panthère, j'entends les tam-tams de l'Afrique, la chaleur de la savane, ma tigresse. Je serai ton lion, ton taureau, et toi nu, oh, l'odeur de la jungle africaine. » Oui, c'était assez pénible parce que j'ai eu la totale d'un coup, quoi. J'ai eu le discours totalement hallucinant et j'ai eu effectivement sa langue qui m'a labouré le visage. C'est pour ça que j'ai appelé cette histoire « Balance ton poulpe ». J'ai vraiment eu la sensation d'avoir un mollusque qui s'écrase sur le côté de mon visage. Voilà, c'est-à-dire que là, il a mis en quelques mots toute cette espèce d'imaginaire, de fantasme, parce que voilà, on est forcément une panthère au lit, on est forcément un extrême bon coup, on est forcément plein de choses comme ça, alors que mais non, on est des humaines comme tout le monde. Je revendique le droit d'être le pire mauvais coup de la terre si ça se trouve, etc., etc. Ouais. C'est un personnage, par ailleurs, si on vous lit bien, extrêmement collant d'une part, extrêmement bavard aussi. Oui, bavard et collant. Et en plus, moi étant bavarde aussi, il m'a empêché de parler, donc c'était un peu... mais non, et puis surtout, certains, voilà, une espèce de suffisance, certains que parce qu'il est connu, parce qu'il est un homme, déjà, il suppose ma sexualité, qu'est-ce qu'il en sait, et parce qu'il est connu et parce qu'il a du pouvoir, je vais forcément le laisser faire ou être emballé ou faire la promotion canapé. Non, c'est d'une arrogance incroyable. Paris-Los Angeles, maintenant, un extrait de votre texte. Je crois que ça se passe dans un casting, si je vous ai bien lu. Un blanc, la quarantaine, m'attend dans une salle vide. Il est chaleureux, me dit de m'installer sur scène et de commencer quand bon me semble. À la fin de mon texte, je joue du piano, la polonaise de Chopin. Sa première question est « Vous êtes de quelle origine ?»
Je ne vois pas en quoi ça va aider à former son jugement sur la scène que je viens de jouer, mais soit je lui dis que je suis française et que ma mère est du Niger, et là il me dit en faisant une gestuelle étrange, « Ah, moi aussi j'ai des filles métisses, mais elles sont plus d'Afrique. » La fin de sa phrase s'accompagne d'une gestuelle étrange africaine. Et là je me dis, ça y est, encore un blanc qui raconte n'importe quoi sur l'Afrique. Oui, encore un. Oui, en fait, c'était pas un casting, c'était une, je sais pas comment on dit, c'était pour la classe libre du cours Florent que comment on dit, une audition. Oui, une audition. Ouais, une audition. Ouais. Je n'ai pas été prise d'ailleurs. mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'était un peu bizarre, quoi. En plus, toujours cette question de vous êtes d'où, mais je vis à Paris, je suis là, je suis française, je viens à mon audition. Réponds, je suis douce. Tu dis oui, je suis douce. Vous êtes d'où ? Oui, je suis. Ah, elle est bonne Je fais celle-là. tout le temps ça. Vous êtes d'où ? Je dis oui, non, mais je suis douce. Et alors, excusez-moi, la question de votre problème, c'est que vous n'êtes ni blanche ni noire. Oui, comment ça ? Non. Ben oui, mais parce que... non. J'aimerais bien. Hein ? Comment, pardon ? Non, je veux dire, le fait d'être métis, c'est encore plus compliqué. Pour moi ? Pour vous ? Non, pas pour vous. Non. Je veux C'est dire pour les autres. Par rapport Ah oui, au c'est cinéma. pire. C'est censé être, enfin c'est ma plus grande force et en fait c'est censé être, enfin c'est aussi une faiblesse parce que je suis jamais assez blanche et je suis jamais assez noire, quoi. C'est ça. Je passe souvent des castings où ils veulent une noire, entre parenthèses, ou une métisse, mais ils finissent toujours par prendre la noire, et enfin très bien pour la noire, mais du coup moi il y a toujours des cases, quoi, et en fait il y en a jamais une qui est spécialement on veut une métisse. Parfois il y a ils veulent des arabes, je pourrais aussi le faire parce que quand je vais au Maghreb on croit très bien que je suis une arabe, mais non, ils se disent ah non elle est quand même, non elle est pas arabe, ça va pas le faire. Enfin il y a toujours je suis jamais bon, quoi, enfin c'est voilà. Noir n'est pas mon métier avant de nous séparer, parce que malheureusement on va devoir s'interrompre pour des questions d'ordre ferroviaire, puisqu'une partie d'entre vous va quitter Fribourg, son festival, pour Paris. Un extrait du texte Bambi de Maïmouna Gay. Mon corps n'est pas un terrain d'expédition. On parle souvent de creux et de vide. Moi, j'aimerais qu'on me remplisse de mon plein de création et non qu'on me vide de mon essence. Je ne veux plus avoir à convulser tellement je suis rempli de sanglots. Et j'aimerais bien ne plus être esquinté, ne plus être au garde à vous, mais être simplement. Être moi, femme noire, comédienne et noire, pas black, non, ça aussi. C'est encore un moyen de contourner les angles. Droit au but, balle au centre, cocorico. On est en France, non ? On y parle français, c'est bien ça. Eh bien, soyons cohérents. Alors, je suis noire, n'ayez pas du mal à le dire, car cela devient louche à la fin. Oui ? Merci. Non, mais toujours, encore et toujours, cette distance, ce prétexte, ce côté, on ne va pas citer, on ne va pas dire les mots. Ah non, il ne faut pas dire, effectivement, tu vois que je l'avais évoqué déjà, cette histoire, tu vois, que ça me choquait, justement, d'entendre toujours black, même si parfois j'aimais l'erreur, hein, mais c'est toujours, c'est l'autre, c'est les autres. Non, on est en France, appelle-moi noir, n'aie pas peur. Moi, j'ai pas peur de ma couleur, non. Avant de vous remercier, juste un mot, qu'est-ce qui vous attend à Paris à votre retour ? Des projets à venir, je réalise aussi, parce que du coup, j'attends pas en me tournant les pouces, quoi. Donc... Ok, et vous ? Très bientôt, on va reprendre, ce sera une série de Il a déjà tes yeux, qui a été au cinéma de Lucien Jean-Baptiste. Oui. Ce sera pour la 2. Voilà, la première saison commence. Le théâtre avec Charles Berling en mai à la Villette, dans la solitude des champs de coton, et mes concerts personnels. On ira vous applaudir, et vous ? Oui, alors un film qui va peut-être aller à Cannes, que j'ai terminé, de Maïmouna Doucouré, qui s'appelle Mignonne, où j'ai un grand rôle. J'adore cette femme, j'espère que vous aurez le plaisir de la recevoir un jour ici. Et vous ? Moi, une résidence de théâtre et des projets d'écriture personnelle, de courts-métrages, de séries et de seul en scène. Voilà, je me lance et je saute dans mon parcours personnel. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon retour. Merci d'être avec nous. J'aimerais juste préciser que ça n'est pas complètement terminé,
puisqu'il va y avoir un petit événement maintenant avec Thierry Jobin, qui est en lien aussi d'une certaine manière avec ce qui a été dit jusqu'ici, Thierry. Oui, merci beaucoup. Merci à vous toutes. Si vous saviez à quel point je m'en veux d'avoir programmé cette séance à ce moment-là, mais je n'avais pas pensé au TGV et au fait que tout le monde allait devoir rentrer maintenant. Je vous dis au revoir, on s'écrit très vite et on vous réaccueille bientôt. Pour les deux qui doivent partir. Je vais demander aux autres de rester, mais je vais appeler vers moi quand les embrassades seront terminées, Magadja et Stéphane Mitchell, qui est la coprésidente de SWAN, c'est le Swiss Women Audiovisual Network, parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait peut-être pas de meilleur moment que celui-là pour que Fribourg, après Locarno et Soleure, je crois que pour l'instant ce sont les deux festivals qui ont signé cette charte de parité et de diversité, pour que Fribourg, à son tour, signe cette charte de parité et de diversité qui, d'une certaine manière, nous oblige à rien, puisque c'est notre combat aussi, depuis longtemps. Ceux qui connaissent bien le FIF le savent. Et j'appelle aussi, il est déjà là, notre président, Mathieu Fleury. Stéphane, j'aimerais te laisser la parole pour ce moment un petit peu solennel, mais qui poursuit l'émotion qu'on a eue pendant ce débat. Merci, bonsoir à toutes et tous. J'ai envie en fait de demander à mon comité, même si on va pas toutes prendre la parole, de me rejoindre parce qu'on est beaucoup de femmes à se battre en Suisse pour l'égalité et la diversité dans le cinéma. Donc merci de me rejoindre. Voilà, alors je vais faire vite. Je suis coprésidente de SWAN, le Swiss Women's Audiovisual Network, et au nom de mon comité et de mes coprésidentes, Gabrielle Bauer et Laura Kerr, qui ne peuvent pas être présentes mais que je représente, nous sommes là pour la signature de cette charte. Et à SWAN, on a pris l'habitude d'avoir une marraine cinéaste, parce que cette charte, finalement, c'est pour les femmes cinéastes. Et on s'est dit qu'avoir une marraine cinématographique, c'est partir sous de bons auspices. Donc on a vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir Magadja à nos côtés, qui est réalisatrice, comédienne internationale. Et on trouvait que pour le Festival de Fribourg, il n'y avait rien de plus beau que de vous avoir à nos côtés pour nous lancer le FIF et SWAN dans cette aventure de l'égalité et de la diversité. J'ai envie aussi de dire deux mots. Pourquoi une charte et pourquoi on s'intéresse au festival? Donc, la première raison, c'est vous, le public, les cinéphiles, parce que le cinéma dit le monde, reflète le monde, et on a toutes et tous à gagner à ce que le cinéma reflète le monde dans sa diversité, dans sa pluralité. Or, dans les festivals de cinéma, dans la majorité des festivals de cinéma, la grande majorité des films représentent un point de vue finalement extrêmement minoritaire sur les écrans. Et donc, cette charte, c'est l'idée de se dire qu'on a envie d'un cinéma divers, on a envie d'entendre les points de vue des gens du monde entier, et puis les points de vue les plus occultés, c'est ceux des femmes. Et je veux vraiment dire des femmes du monde entier qui n'accèdent pas avec leurs films au festival, mais elles existent, elles sont là, les réalisatrices et les cinéastes de films. Donc cette charte, c'est cette envie d'avoir sur nos écrans dans les festivals des films de tout le monde avec plein de points de vue, parce qu'on va tous et toutes en sortir gagnants. Et puis la deuxième chose qui est plus intrinsèque à l'économie du cinéma, c'est l'économie, je me répète. C'est pourquoi? Parce qu'un festival, c'est un tremplin pour une cinéaste. D'avoir son film à Cannes, à Fribourg, n'importe quel festival, c'est extrêmement bon pour ensuite pour lancer une carrière ou pour financer son prochain film. Et donc, si on regarde les festivals de cinéma et qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a majoritairement des hommes cinéastes qui montrent leurs films, on peut tout de suite tirer la conclusion qu'il y a une discrimination économique des femmes cinéastes. Donc, ça, c'est les deux grandes raisons. Il y en a plein d'autres. Voilà. Et donc, je sais que j'avais d'autres choses à dire, mais j'arrive pas à me lire, je n'ai pas mes lunettes. Donc, je vais passer la parole à Thierry ou Mathieu d'abord. À Mathieu Fleury, le président du FIF, que je remercie. Je ne vais pas faire long, parce que le propos est de dire à quel point c'est une évidence pour nous. On s'est vu à Soleure. Thierry m'a parlé de ce projet. C'est une évidence dans tout ce combat
pour la diversité, que cette diversité-là fasse aussi partie évidemment de notre travail et de nos priorités. Donc c'est évident. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, ça tombe entre deux grandes échéances. On a une année très féminine, très féministe, puisqu'on a la journée des droits des femmes qui vient de se dérouler, et on a la grève des femmes qui arrive. Donc on sent bien qu'on est sur une actualité absolument... Voilà. Bravo à vous. Absolument brûlante, et je trouve que ça fait un petit jalon, une petite étape, une petite contribution, et on est très heureux de pouvoir y participer de cette manière-là. Merci en tout cas. Alors, c'est là où je passe la parole à une voix féminine. C'est très important d'être là, ici, parmi vous, et de signer ce document, parce que c'est important de le faire. C'est un contrat. Non, mais c'est vrai, franchement, j'avais écrit un petit texte, mais je ne sais pas où Charlotte Frossard n'est pas dans la salle. Non, d'accord. Du coup, je ne sais pas où il est, je croyais qu'il serait là. Mais je ne suis pas bonne impro. Voilà, je ne sais pas. C'est le début. Parce que quand on a des chiffres de savoir combien de films par des femmes et par des hommes ou par des personnes qui s'identifient à un genre différent, sont visionnés dans les festivals et ensuite sélectionnés, on va pouvoir commencer à savoir de quoi on parle. Est-ce que les femmes, on sait que les femmes font des films, donc est-ce qu'ils sont envoyés au festival, est-ce qu'ils sont soumis ou considérés par des festivals? Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la transparence dans les instances dirigeantes, dans les sièges du pouvoir, et dans les comités de sélection, qui est l'autre siège du pouvoir des festivals. On aimerait savoir qui est dedans. Et ensuite, on demande que ces comités et que les instances dirigeantes des festivals atteignent la parité dans le mandat en cours et soient aussi diverses. Parce que les études le montrent dans le business, mais je pense que ça va être pareil dans le cinéma. Quand on a un comité de réflexion et de décision qui inclut des points de vue divers, qui inclut divers genres, diverses origines, diverses expériences, diverses façons de penser, eh bien, on est tous meilleurs parce qu'ils font des meilleures décisions. Et dans le cinéma, on gage que ce sera la même chose, et on postule que des comités de sélection et de programmation qui sont paritaires et divers et inclusifs, eh bien, ça va se refléter dans la programmation, parce que les films qui vont les intéresser risquent d'être un petit peu différents. Donc voilà, c'est ça cette charte. C'est pas encore la parité sur les écrans, mais à notre avis, c'est l'autoroute ensuite. Parce que du coup, vous avez... Non, mais c'est pas grave. Je vous donne encore le mot de la fin. Oui, du coup, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui que ce changement soit fait dans les festivals, et que je sais que moi, j'ai déjà soumis des courts-métrages dans des festivals, et qu'après, quand je voyais la sélection, il n'y avait que des hommes, et surtout, quand je voyais les films, je me disais, bon, je ne sais pas si le mien est génial, mais je sais qu'il n'est pas moins bien que celui que je suis en train de voir à l'écran. Et du coup, c'est vrai que s'il y avait une loi qui pourrait faire en sorte que les femmes soient mises à égalité, au même titre que les hommes, et je sais qu'un jour, dans 100 ans, on rigolera en regardant le passé et en se disant quoi, mais vous imaginez, un jour, il fallait signer pour que les hommes et les femmes soient égaux. Voilà, donc c'est vraiment nécessaire aujourd'hui que ce changement soit fait, et puis au-delà des festivals, dans la vie, quoi, pas que dans le cadre des festivals, mais c'est très important que ce soit fait dans ce cadre-là aujourd'hui. Merci. Mais bon, après, on fait après. Alors moi, je pense que je dois signer pour c'est moi, mais voilà. Je peux se mettre devant, peut-être, avec mes soins. Parce qu'elles sont là. Non, on se met derrière. On est là. Allez devant. On signe. On se met derrière. Oui, quelque chose, pas grand-chose. C'est rien, tu veux plus à gauche. Voilà.
Et si vous voulez soutenir le cinéma au féminin en Suisse, devenez membre de notre association. Vous pouvez nous soutenir. On fait des magnifiques événements et on va tout faire pour que le cinéma suisse soit diversifié et paritaire. Donc voilà, je vais mettre des cartes postales en haut dans l'aréna, les arénas. Merci de nous rejoindre et merci pour ce moment. On retire les autres papiers. Oui. Et c'est comme ça on aura des vraies versions sans...